Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le pétrole flirte avec les 80 $ le baril. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'ensemble des experts pensaient qu'à 60 $ on était au taquet. Et non, alors le carburant est plus cher, bien sûr, impact sur le pouvoir d'achat. Mais d'ailleurs, on peut se poser des questions sur la solidité de la reprise, sa pérennité, d'abord avec les chiffres que nous avons eus de la Banque de France cette semaine sur la prévision deuxième trimestre 2018 pour la France. Le chiffre d'Eurostat pour le premier trimestre de la zone euro, qui est également en ralentissement. Et le fait qu'il y avait ces fameuses planètes alignées sous François Hollande, euro bon marché, pétrole bon marché, des taux bas. Et on voit que là, l'un de ces astres est en train de s'éteindre avec le pétrole qui flirte avec les 80 $. Les raisons, vous les connaissez, c'est très largement lié à la crise iranienne. On dirait un mot de cet éternel débat sur les dividendes généreux du CAC 40 après la photographie quasi annuelle qui nous est livrée par l'ONG Oxfam, où on regarde ce qui va aux salariés, ce qui va aux investissements, ce qui va aux actionnaires pour s'en indigner. C'est pas le principe du dividende qui est dénoncé chaque année, c'est le montant de ces dividendes et le fait qu'en France, ils ont tendance à être plus élevés qu'ailleurs. On sait pourquoi la fiscalité du capital en est l'explication principale. D'après les informations de BFM Business, la grande promesse de baisser les impôts de production, cette manne de 73 milliards de recettes fiscales qui rentrent dans les caisses de l'État tous les ans, prélevées avant les profits d'une entreprise, au moment où ils sont en train de se fabriquer, eh bien cette baisse des impôts de production n'est pas rayée de la carte, mais elle n'est plus en tête de gondole des priorités de Bercy, parce que, eh ben oui, il faut le financer et les factures commencent à s'accumuler sur le bureau de l'exécutif, avec une croissance qui s'annonce forcément moins forte dans les jours qui viennent. Enfin, les mois. Oui, pas les jours qui viennent quand même. Stéphanie Villers, bonjour. Bonjour. Chef économiste d'Humanis. Épargne, retraite, prévoyance, dépendances pour les particuliers et les entreprises. Sylvain Réby, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, les thés Kousmi, les infusions bio Love Organique. Et Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Co-fondateur de netinvestissement.fr et créateur du blog je suis libéral.fr. Quand on regarde les chiffres, Stéphanie Villers, du pétrole, les chiffres du PIB premier trimestre pour la France, prévision du deuxième trimestre, ce qui se passe également au niveau de la zone euro, toutes les raisons que l'on a d'imaginer qu'il y a quelques petits risques politiques. Alors l'Italie, c'est pas validé, mais enfin il y a quand même un risque sur le libre-échange et les relations commerciales États-Unis-Chine. Et puis il y a ce risque au Moyen-Orient qui n'est même plus un risque, qui commence à être une vraie menace avérée. Est-ce que vous êtes comme beaucoup d'économistes qui tendent à valider que la reprise, on est allé loin, 2,2% en 2017, bien au-delà de ce que la croissance potentielle de la France pouvait laisser espérer, et qu'on a touché le plafond, et qu'il va falloir se préparer à un petit ralentissement. Je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense que les choses ont changé en début d'année 2018 à cause de Trump et son revirement qui décide en vue des élections mi-mandat en novembre, d'appliquer toutes ces réformes qu'il avait annoncées lors de sa campagne, notamment ces réformes protectionnistes. Et ça, en fait, ça fait un peu trembler l'ensemble de la planète. Il faut se rappeler que l'année dernière, il n'y avait pas ça. Pendant un an, il n'a rien fait. Et on vivait dans le nirvana pour tout le monde, que ce soit en zone euro, aux États-Unis et sur les pays émergents. Maintenant, en fait, pour des raisons purement de politique intérieure, il a déjà fait une bonne chose pour les Américains, c'est qu'il a baissé la pression fiscale, mais pour le reste du monde, avec ces mesures et ces menaces protectionnistes, on rentre déjà dans un climat d'incertitude et les marchés et le milieu des affaires hors de ça. Et en plus, effectivement, s'il y a des mesures qui sont mises en place avec des droits de douane tarifaires qui augmentent, ça c'est jamais bon pour la croissance. Et le premier effet de sa politique, c'est sur le pétrole. C'est-à-dire qu'effectivement, le pétrole se met à monter parce que il y a trop d'incertitudes. Le président est extrêmement volatile et il a un management un peu épileptique et ça, effectivement, ça fait craindre le pire. Alors, pour autant, à 80 $ le baril, il n'y a pas encore de réelle menace. Je pense que la reprise est assez tonique pour supporter ces prix-là. On le voit aux États-Unis, ça a été largement compensé par la baisse d'impôts et par les augmentations de salaires que les entreprises ont accordées aux Américains. Donc les chiffres de dépenses des ménages américains est tombé et on voit qu'ils restent très dynamiques. Personne ne craint un choc pétrolier parce du principe que de toute façon la production d'huile de schiste aux États-Unis est en capacité de combler un petit peu la demande qui reste forte avec la
potentielle perte d'une partie de la production iranienne. Mais au-delà de l'effet Trump, pas mal d'économistes considèrent que l'économie, depuis la nuit des temps, obéit à des cycles, Stéphanie Villers. C'est puis que le cycle, il y a un moment, il est au taquet, et puis qu'il se retourne paisiblement, et qu'on est arrivé à ce moment-là. Oui, mais en Europe, on a tendance à vite chercher la partie descendante du cycle. Effectivement, en fait, je pense que pour moi, un cycle, ça veut rien dire. Un cycle, c'est juste que ça monte et ça baisse à un moment, mais ça, on dit rien lorsqu'on récupère cette donnée. Enfin, moi, l'idée, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui va encore soutenir la croissance et qu'est-ce qui permet encore d'être optimiste. Et qu'est-ce qui permet encore d'être optimiste? C'est ces marges de progression qu'on a en zone euro sur l'investissement. On a encore énormément besoin d'investir. Enfin, les entreprises ont encore besoin d'investir. Il y a encore des marges de progression et on est toujours dans un contexte favorable au niveau des conditions financières parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc il y a quand même encore une carte à jouer plutôt que d'annoncer la fin du cycle. Et puis en France, on a deux éléments qui permettent d'être un peu plus optimistes pour le deuxième semestre, le second plutôt semestre, il n'y a pas 3 semestres. C'est le fait qu'on n'aura peut-être pas des grèves quand même jusqu'à la fin de l'année et qu'on a eu un effet pouvoir d'achat quand même au début de l'année qui normalement est en partie compensé à l'automne par les mesures pouvoir d'achat. Sur le retournement de cycle, sur le plafond de la reprise, Stéphane Van Nuffel. Voilà, juste un mot parce que tout le fondamental a été dit. Moi, j'observe quelque chose. J'ai 40 ans. J'observe que finalement, les fameux cycles dont on nous a parlé, soit d'un point de vue économique, soit d'un point de vue réalité, ça ne se vérifie jamais. Parce que je vous rappelle que quand le pétrole est passé de 115 $ à 30 ou 40, 27 même, c'était alors complètement l'inverse de ce qui s'est passé en réalité. On a dit que ça allait servir les intérêts d'un tel. En revanche, ça allait complètement briser les monarchies du Moyen-Orient, crise politique, etc. Ça a été, on n'avait jamais vu l'Arabie Saoudite emprunter de l'argent sur les marchés. Oui, très bien. C'est pas trop un problème finalement parce qu'ils avaient des réserves absolument énormes de cash également, donc ils ont emprunté parce que les taux étant bas pour des raisons de quantitative easing, finalement il valait mieux qu'ils empruntent plutôt que d'aller crever leur trésorerie. Donc il faut être très 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 prudent là-dessus. Donc je vais pas m'avancer parce que je n'ai aucune idée de ce que réellement vaut le pétrole. Est-ce qu'il est à 60, à 80, 100? Est-ce que c'est 40? Certaines industries vont vous dire, moi je suis bien à 35, 40, 41. D'autres vont vous dire 60 c'est bien. À partir de 80, on va vous dire c'est la panique. Est-ce que c'est la faute de l'Iran? Est-ce que c'est encore une fois les pays de l'OPEP? Est-ce que c'est les monarchies du Golfe, pour ne pas en viser une en particulier, qui en profitent aussi un peu pour refaire un peu de marge? Voilà, peu importe. Monsieur Trump n'a pas toutes les responsabilités non plus. Je le porte pas forcément dans mon cœur. Je dis juste, aujourd'hui, il y a en face de ça pas mal d'actions qui sont mises en place. Les taux sont encore un peu bas. Moi, je m'inquiéterais plus de ça et de la remontée réelle des taux par rapport à l'impact que ça aura sur l'économie. Et puis, très clairement, sur tout ce qui va toucher à des flux entre différents vases communicants. On a quand même en France une vraie dynamique du gouvernement qui a fait des choses intéressantes sur la fiscalité du capital et de l'investissement. C'est encore ce que vous gardez du Macron 1. C'est-à-dire que non, c'est pas ça. C'est que je me dis. Hier, j'ai posé la question, 100% des réponses c'était le PFU à 30%. Moi, j'ai une entreprise de service, donc ça va pas me toucher. Ouais. La hausse du pétrole ne me touche pas. Mais je me dis quelque part, finalement, une entreprise qui aurait du mal demain parce que ses marges seraient un peu rognées par le coût de sa production dû au fait que le baril de pétrole est plus élevé. J'essaie de faire quelque chose de très simple. Quelque part, s'il a besoin de se financer, il y a une fiscalité du capital qui est un peu plus attractive, qui va redynamiser et flexibiliser et refluidifier les flux financiers. Donc, quelque part, quel est le bon cycle, quel est le mauvais cycle? On fait confiance à tout le monde pour trouver des solutions. De toute façon, les entreprises très exposées comme l'aérien au prix de l'énergie du kérosène sont des entreprises qui savent effectivement mettre en place des stratégies de couverture sur la volatilité des. Puis ça servira un peu l'offre peut-être. Ça fait de l'innovation. Sylvain Aurébi, dans votre activité, est-ce que si je vous dis, vous avez peut-être mangé votre pain blanc, vous me dites c'est possible effectivement? Ou alors vous avez pour l'instant aucun signe de tout ça. Hier, on avait Ronan Le Moal du Crédit Mutuel Arkea qui nous disait du côté de chez mes clients, et j'en ai pas mal, ça va plutôt bien. Oui, pour le moment, ça va plutôt bien. Je pense que globalement, en France, on est un peu protégé. Parce qu'il y a une chose qui est négative pour la plupart des entreprises, c'est la hausse du pétrole. Même si à 80 $, c'est pas encore catastrophique. Il y a une chose qui est positive, c'est la baisse de l'euro. On est passé de 1,25 à 1,18. On est à 1,18 ce matin, en gros. 1,18 $. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour les entreprises européennes et donc françaises. Et les entreprises françaises bénéficient aussi d'une espèce de rattrapage parce que, comme le disait Stéphane, les mesures du gouvernement qui libèrent les entreprises redonnent beaucoup de marge aux entreprises françaises. Voyez-vous dans votre vie? Oui, ça évidemment. On n'arrête pas de dire que les choix politiques, personne ne les voit dans ces. Mais si, bien sûr que tout le monde les voit. La baisse de la pression fiscale depuis 2 ans, la baisse des charges avec le CICE, clairement, qui a agi à plein aujourd'hui, nous redonne des marges de manœuvre. La baisse de l'euro va nous aider également. Et puis, l'enthousiasme
des entreprises françaises suite aux mesures qu'a prises le gouvernement récemment, compense aussi les petits problèmes qu'on peut trouver par ailleurs. Donc je ne pense pas aujourd'hui qu'en France, on ait une fin de la reprise. C'est vrai qu'on est probablement pas loin du haut de cycle. Ça ne veut pas dire qu'on va retomber immédiatement. On va peut-être rester sur un plateau pendant un certain temps aussi. En tout cas, on ne sent pas... Alors la consommation n'est pas extrêmement dynamique, il faut bien le reconnaître, mais on ne sent pas de retournement encore dans notre activité. C'était le message de François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui nous disait il n'y a pas de retournement, c'est pas une espèce d'inversion de tendance violente et immédiate. Et on le voit dans les créations d'emplois, Stéphanie Villers. créations d'emplois aussi qui viennent d'être tombées sur le premier trimestre 2000. C'est un premier effet, je pense, des mesures qui ont été prises en faveur de l'entreprise depuis Hollande avec le CICE et après par la suite avec effectivement les allégements de charges. On voit effectivement ça doit soutenir les créations d'emplois. Et vous anticipez pour 2019 un effet très particulier du fait que vous allez toucher le CICE en 2019 au titre de l'année 2018 et qu'au même moment, vous allez toucher le même montant en baisse de charges directes. C'est la fameuse année de la bascule où le CICE devient de la baisse de cotisation en direct. Mais comme il y a un décalage d'un an pour le CICE, en 2019, c'est les deux en même temps. Il y a double effet CICE. Je suis pas sûr. Oui. Ah si. Non. Compris comme ça, vous. Non. Moi, pour l'instant, je l'ai compris comme ça. Si vous le dites. Non. Vous l'avez compris comment, Stéphane Van Nuffel? Moi, j'ai compris que ça allait pas se passer comme ça, mais j'attends. Moi, je ne me prononce pas sur ce genre de choses. Je ne veux pas avoir d'ennui. Dans l'immédiat, le CICE est dû en 2019 au titre de l'année 2018 avec son année de décalage, et c'est l'année où c'est versé directement. Oui, mais enfin, ça rentre quand même dans l'année 2018. Oui. Et puis la baisse de charge sera effective en 2019. Vous ne gagnez rien. Bon. En trésorerie, ça sera peut-être un petit peu plus Enfin, n'en parlons pas trop, parce que si jamais le Voilà. gouvernement n'avait pas remarqué qu'il payait deux fois, ne l'alertons pas. C'est l'une des raisons. C'est Merci, Sylvain. l'une des raisons pour lesquelles la sortie de la procédure de déficit excessif peut aider, de manière à ce que cet effet budgétaire doublé soit aménagé au regard des flexibilités. C'est juste que un nous effet permet- d'écriture, mais en fait, pour les entreprises, ça ne changera rien. Enfin, en tout cas, effectivement, 57 900 créations d'emplois au premier trimestre, nous a dit l'INSEE. C'est une hausse de 0,3% comparée au quatrième trimestre 2017. J'en viens à ce fabuleux débat qu'on a tous les ans. Alors, on ne va pas l'avoir toute l'année, mais juste quelques jours. Je commence avec vous, je suis libéral.fr, les dividendes du CAC 40, bien sûr. Et Oxfam, que vous connaissez, nous dit quand on prend 100% des profits, les mots ont de l'importance, 100% des profits. Les salariés ont 5%, l'investissement à 27% et les actionnaires 67%. Message, quel scandale. Alors, on l'a tous les ans. Et je me suis... 54 milliards quelque chose comme ça. Redistribués par les entreprises du CAC 40. Et je garderai ma position, Nicolas, qui est toujours la même. D'abord, moi, je suis patron d'une petite entreprise. Donc, moi, les résultats du CAC 40 et l'économie des entreprises du CAC 40 ne me concernent pas. Ce n'est pas les entreprises, pour moi, qui sont 100% françaises. Oui, mais vous savez, Stéphane, que derrière ça, Nicolas, après, l'opinion ne fait pas dans le détail et elle dit sur les dividendes et c'est méchants essayons de actionnaires. faire un peu du détail. L'exception française, les boîtes du CAC 40 ne sont pas des boîtes 100% françaises, donc elles ne sont pas le symbole de la mentalité des chefs d'entreprise français. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Maintenant, je vais vous donner juste quelque chose de plus positif parce que je suis un optimiste naïf, vous le savez. Moi, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays de la planète, le problème, c'est pas est-ce que les actionnaires qui ont pris un risque en mettant du capital touchent des dividendes qu'ils vont peut-être réinvestir en prenant un risque dans une autre entreprise ou un autre secteur d'activité. C'est plus ça la question. La Pourtant, question, c'est quand même un élément de réponse important Nicolas, parce que c'est pourquoi 5% simplement de ces dividendes sont distribués aux salariés? Comment est-ce qu'on va faire des Français en particulier des détenteurs de parts dans leurs entreprises, des actionnaires? Parce que ce jour-là, vous verrez, peut-être que les gens se plaindront moins. Le jour où l'épargne salariale, le jour où les Français auront une vraie culture de l'entreprise et du capital, de la détention du capital, que ce soit leur propre entreprise ou d'autres entreprises, et je ne vais pas sur le terrain des fonds de pension, je suis en train de dire le jour où on aura ça, ce débat n'aura plus lieu parce qu'on a en France encore cette culture du capitalisme à l'ancienne, de cet actionnaire avec un gros cigare qui est dans une tour d'ivoire, qui ne voit personne et qui mange les enfants de salariés au petit déjeuner. Ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, moi, je distribue, et je pense que ma co-débattrice sera d'accord avec moi, l'épargne salariale, c'est un truc qui est en plein boom. La loi Pacte va avoir, j'espère, pas mal d'impact également dans la mentalité des gens. Le sujet, il faut le prendre dans le bon sens. Donc, s'il vous plaît, les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent essayer de réfléchir à ça. Ne défendons plus, oui ou pas, l'actionnaire du CAC 40. Demandons-nous juste pourquoi il n'y a que 5% de ces profits qui sont redistribués aux salariés. Pas simplement aux salariés des 40 boîtes du CAC 40. Simplement
aux Français salariés. Pourquoi celui-là n'a pas plus de culture de l'actionnaire? Ce jour-là, il aura droit à ses dividendes, quelle que soit la hauteur de ses dividendes. En fait, le message que vous délivrez, c'est que si ces dividendes sont si exorbitants, pourquoi ne pas aller les toucher nous-mêmes? Exorbitant. Non, mais d'accord, cher Nicolas, voilà, sémantique habituelle. Voilà, exorbitant. C'est déjà bien que les banques françaises arrivent à faire des dividendes, à distribuer des dividendes, vu ce qui se passe avant que le profit arrive, et Jean-Marc Daniel l'a très bien rappelé ce matin encore. Il arrive que certains cas soient, alors des cas particuliers borderline. Je ne les défendrai pas. J'ai rencontré des grandes entreprises tellement ultra dépendantes des marchés qu'il n'y a plus que le cours de bourse qui compte, et qu'on va verser du dividende au même titre que l'année passée, même si les résultats ne sont pas là, quitte à s'endetter pour ça. Et Nicolas, je suis libéral.fr, vous savez très bien mon point de vue de ce que ça veut dire que dans les boîtes françaises, certaines boîtes françaises ont emprunté de l'argent pour distribuer des dividendes. Ça a été quand même aberrant à un moment donné. Et puis c'est moi qui vais défendre ce modèle, c'est une aberration. Quelquefois, les rachats d'actions atteignent des montants C'est une aberration. qui correspondent pas à l'esprit initial des marchés financiers. Est-ce que vous partagez, Stéphanie Villers, l'avis de Stéphane Van Nuffel sur ce éternel débat? Et puis je vous reposerai la question dans 1 an, et dans 2 ans, et dans 3 ans. Oui, il faut remettre ça dans le contexte de la loi Pacte. Effectivement, là, cette loi, l'esprit, c'est de dire, effectivement, il faut rendre de plus en plus le salarié actionnaire. Développons l'actionnariat salarié. L'épargne retraite, c'est quand même l'un des éléments. L'épargne salariale et l'épargne retraite, les deux canaux qui permettent aux salariés, en fait, de comprendre qu'une entreprise est là pour faire du bénéfice, c'est son intérêt. C'est son intérêt de toucher un salaire, effectivement, mais c'est son intérêt aussi de voir que grâce à sa production, elle peut dégager, je parle du salarié, il peut dégager du bénéfice pour l'entreprise, et il va être directement bénéficiaire de sa création, de sa valeur ajoutée lorsqu'il produit un bien. C'est-à-dire que le salarié, c'est vrai, il ne faut pas non plus le dégager en disant non mais le salarié, il touche qu'un salaire et c'est tout. Parce que le salarié, s'il touche qu'un salaire, lorsque l'entreprise fait des déficits, fait des pertes, à ce moment-là, c'est vrai qu'il a aucune, il s'en fout, puisque de toute manière, on lui dit que si l'entreprise fait des pertes ou des bénéfices, ça changera pas sa situation. Donc il faut effectivement essayer d'associer, mieux faire comprendre qu'un salarié, ça produit, mais aussi ça aide à l'entreprise à faire des bénéfices, et puis derrière, il en tire des dividendes. Des dividendes, oui. Voilà, donc il faut développer cette étude tombe mal, puisque elle tombe tous les ans au même moment. Oui, c'est pour critiquer, alors qu'on est dans un autre, on essaye d'ouvrir une porte pour. Et puis elle n'est pas orientée du tout. En plus, l'étude n'est pas orientée du tout. Non, mais le problème, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est que il y a en plus des biais sémantiques terribles, parce que la conclusion qu'en tire énorme, et tous ceux qui ont un peu d'hostilité vis-à-vis du capitalisme voient le dividende comme l'incarnation absolue de ce qui est terrifiant. Et effectivement, on a tendance à confondre ce qui va aux salariés sous forme de salaire, mais ça, c'est avant le partage du profit, c'est au niveau du partage de la valeur ajoutée, et cette partie-là n'a pas bougé depuis à peu près 20 ans en France. Chez vous, là, chez Sylvain Aurébi, ce débat, cette question des dividendes, la façon dont vous allez vous en emparer peut-être différemment après la loi Pacte. Nous, on distribue très peu de dividendes parce qu'on réinvestit quasiment tout ce qu'on gagne, parce qu'on a de la croissance en vue. Oui, mais vous n'êtes pas coté en bourse. Enfin, ça n'a aucun rapport. Le dividende, quand même. Il n'y a pas de dividende que dans les actions, que dans les boîtes cotées en bourse. Oui, le mais ça veut dividende, dire c'est la rémunération de l'actionnaire. Moi, je suis actionnaire de ma boîte. Je pourrais décider de me rémunérer de cette façon. Il se trouve que je préfère réinvestir les profits qu'on réalise dans mon entreprise, parce que ça m'évite d'avoir recours à des fonds extérieurs également. Mais donc voilà, on n'utilise pas le dividende comme politique de rémunération des actionnaires chez nous. Et la plupart des entreprises font de même. Là, on part sur le CAC 40, qui est pas forcément un exemple. Sur les dizaines de milliers d'entreprises françaises, je voudrais savoir quel est le chiffre réel de la distribution des dividendes. Et puis, c'est pas honteux de distribuer des dividendes. S'il n'y avait pas de dividendes, il n'y aurait pas d'actionnaires. S'il n'y avait pas d'actionnaires, il n'y aurait pas d'entreprise. Ouais. Et donc, il faut quand même regarder les choses. Alors, évidemment, Oxfam, c'est Madame Duflot, je crois, qui est patronne. C'est Cécile Duflot qui est patronne d'Oxfam, je crois, maintenant. Je sais plus, oui. Elle sévit à nouveau. On pensait s'en être débarrassé. Et voilà, bon, écoutez, une fois par an, elle nous sortira des trucs pareils. Ça n'a aucun sens. Et puis si ça peut rassurer Oxfam, je pense que les dividendes en France vont baisser l'an prochain par la baisse de la fiscalité, simplement, puisque le net... pour obtenir le même net, il faudra distribuer moins de dividendes, puisqu'on payait plus de 40% d'impôts sur les dividendes l'année dernière et qu'on va payer 30% aujourd'hui. Donc clairement, les entreprises auront besoin de distribuer moins d'argent pour que l'actionnaire touche la même somme au départ. J'ai un auditeur qui corrige ce que je disais tout à l'heure sur les créations d'emplois. C'est une légère baisse par rapport au 4e trimestre, c'est une hausse sur un an. Il y a quand même un truc, on a 1 minute 20, donc je ne change pas de sujet, mais
effectivement, vous n'êtes pas coté en bourse. Quand vous êtes coté en bourse, quand vous avez un capital, attendez, laissez-moi pas terminer, un capital hyper flottant, c'est-à-dire, je sais pas, 85% du capital placé sur les marchés avec des actionnaires, et pour le CAC 40, c'est 42% d'entre eux, 45% d'entre eux qui sont au bout du monde. Ils n'ont pas d'attachement à l'action qu'ils possèdent. Ils n'ont pas de lien un peu particulier avec l'entreprise que vous dirigez. Ils sont des gens qui ont placé de l'argent de manière un petit peu aveugle et ils sont, tout à fait capables de partir très vite s'ils sont déçus. Oui, très bien, mais tout Peut-être dépend de que la les gens qui performance sont de dans le votre tour de- action. Il n'y a pas que le dividende. Si votre action a doublé, tout le monde se fout de savoir si vous allez payer du dividende. C'est la vraie question. C'est sur les grosses boîtes qui sont des sociétés de rendement. Enfin, c'est plutôt à Stéphane de nous raconter ça que le dividende est important. Et d'ailleurs, le plus gros bénéficiaire des dividendes, c'est quand même l'État. Hein. Ah, Faut pas oublier. Faut pas oublier que l'État fait C'est ce que payer je voulais à ses entreprises, aux entreprises qui possèdent beaucoup de dividendes, alors qu'elles ne sont pas toutes en mesure de le faire. Il y a une, Sur plusieurs strates. il y a une année, alors c'est pas l'an dernier, je crois que c'est l'année d'avant où la SNCF avait versé à l'État en dividende le montant de ses pertes. C'est ça. C'était bon, hein. Et Non, mais- effectivement, EDF a déjà emprunté de l'argent pour pouvoir verser les dividendes à l'État. L'État qui a en même temps pris 5 milliards d'euros aux entreprises françaises sous forme d'une sorte de dividende spécial en surtaxe de l'impôt sur les sociétés au mois de décembre pour boucler son budget. Juste une petite faut marquer seconde. Une pause, Juste- alors, Juste court, une seconde. À part les Nord-Américains qui sont des grands spécialistes de l'investissement en dividendes, c'est-à-dire qu'ils choisissent des fonds et des actions distributrices de dividendes, le reste de la planète, quel que soit d'où vient l'actionnaire de l'entreprise du CAC 40, est plus focalisé sur la volatilité de l'action et le coût de bourse qu'il peut faire que sur la régularité que peut verser une entreprise en termes de dividendes. Donc je ne partage pas votre avis sur l'idée de l'actionnaire qui va aller chercher l'entreprise qui systématiquement distribue le plus de dividendes, parce que ce serait beaucoup plus logique économiquement, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va dire un mot des impôts de production. On ne sait pas s'ils seront baissés, pas baissés. En tout cas, ce ne sera pas la priorité. C'est pas ce qui va figurer à la une de la presse probablement pour la loi de finances 2019. Puis on dira un mot aussi de la raison d'être. J'ai croisé une banque là qui est en train de se réinventer, qui s'appelle Barclays France, et ils ont décidé chez Barclays France d'inscrire leur raison d'être dans leur statut. Vous savez, ça fait référence à la volonté de modifier le code civil dans la loi Pacte pour introduire dans l'environnement d'une entreprise autre chose justement que ces fameux actionnaires. À tout de suite.